Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine d'Accès Direct, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité en Savoie-Mont-Blanc, en direct sur votre chaîne préférée, 8 Mont-Blanc. Nous sommes le lundi 4 mars 2019, c'est parti pour 45 minutes de belles rencontres. Au programme ce soir, je recevrai Sarah Chelpy, commandant de la compagnie de gendarmerie de Chamonix-Mont-Blanc. Nous parlerons ensuite d'un projet un petit peu fou, celui de constituer des équipages pour les championnats d'Europe de handi-voile. Et enfin du sport comme chaque lundi, avec ce soir du squash féminin. Mais avant toutes ces réjouissances, j'ai le plaisir d'accueillir Victoria pour les titres du journal. Salut Victoria. Salut Seb. Alors on va parler une nouvelle fois du Funiflen. Oui, puisque la consultation publique est en cours, les habitants des carreaux d'Arrache, de Flaine et de Maglan peuvent s'exprimer. Et justement, nous avons rencontré des associations d'habitants du côté de Flaine et du côté des carreaux qui proposent un autre tracé que celui proposé par le syndicat qui gère le projet. On verra un reportage tout à l'heure. Et puis une manière originale d'apprendre à peindre. Oui, c'est de l'hypnopeinture et c'est Juliette Vincent-Seigné qui est allée rencontrer une artiste et un hypnothérapeute du côté d'Aix-les-Bains. On verra son reportage dans le journal sur ces séances un petit peu particulières. Merci Victoria. Notre première invitée devrait arriver. Est-ce que je peux avoir des nouvelles de la régie? Avec la revue bon, de presse. Alors je reviens tout à l'heure. La revue de presse. Merci Seb. C'est bon, vous pouvez rentrer sur le plateau, Sarah Chelpy. Bonjour. Alors, bonjour, bonsoir. Vous êtes le commandant de la compagnie de gendarmerie de Chamonix-Mont-Blanc. Oui. Première question toute simple, en quoi consiste votre rôle? Alors, j'ai plusieurs casquettes. Donc, en fait, mon premier rôle, j'ai à manager une équipe. Donc, j'ai une centaine de gendarmes sous ma responsabilité, répartis dans plusieurs brigades de la circonscription. Salange, Passy, Megève, Saint-Gervais, Chamonix. Et en appui, je gère également deux unités un peu plus spécialisées, qui est une unité d'intervention, le PSIC Salange, et une unité de recherche, la brigade recherche de Chamonix. Alors le grand public vous connaît entre autres, puisque vous avez été la première femme à commander un peloton de gendarmerie de haute montagne dans les Alpes-Maritimes, c'est votre précédent poste. Qu'est-ce que vous gardez de ces 2 ans à la tête de ce PGHM? Je garde énormément d'expérience, un enrichissement vraiment énorme. Et puis surtout la satisfaction en fait, de sauver des vies et de travailler en petits groupes avec des secouristes. Et ça, bon, je le garderai toute ma carrière, je pense. Ça a été plus compliqué ou conforme à l'idée que vous en aviez de ce poste bien précis à la tête d'un PGHM? Disons que c'est un long cheminement déjà pour y arriver. Il faut savoir que j'étais commandant en seconde du PGHM des Hautes-Alpes à Briançon pendant 3 ans. Et au fur et à mesure, j'ai eu plusieurs stages, donc notamment à Chamonix, qui m'ont permis d'acquérir de l'expérience et d'arriver à ce poste. Donc lorsque je suis arrivée à ce type de poste, j'étais prête. C'est un combat de tous les jours de se faire accepter dans ce milieu quand on occupe un poste à très haute responsabilité comme celui-là? Aujourd'hui, vous diriez qu'on est en 2019, ça y est, c'est rentré dans les mœurs ou il y a encore beaucoup de travail? Je dirais que la gendarmerie a su évoluer avec son temps. Donc maintenant, il est très... on voit souvent des femmes à la tête des compagnies. C'est tout sauf étonnant. Absolument. On voit souvent maintenant des femmes à la tête de départements. Donc oui, c'est plus étonnant de voir ça. Et puis, il n'y a pas de différence chez nous. On est militaire, donc on obéit au grade. C'est tout. Vous êtes donc de retour en Haute-Savoie, puisque vous l'avez dit, hein, vous connaissez la région, le département. Cette mission à la tête de la gendarmerie de Chamonix, vous l'appréhendez comment? Je l'appréhende très bien. Je connais une bonne partie de ma circonscription, car j'ai servi au sein de la communauté de brigade de Megève-Saint-Gervais. Donc je l'appréhende très bien. J'ai également retrouvé des personnels que je connaissais. Et pour moi, c'est une énorme satisfaction d'être dans un tel environnement que j'affectionne tout particulièrement, la haute montagne. Et puis, je peux travailler également avec le PGHM de Chamonix, le CNISAG, la section aérienne également. Donc voilà, ce sont des partenaires intéressants. C'est un objectif d'intégrer un jour peut-être le PGHM de Chamonix? Ça, on verra. Je ne peux pas me prononcer. Vous, le terrain, c'est ce qui vous motive, hein, c'est vraiment votre adrénaline? Absolument. Moi, depuis que j'ai commencé en gendarmerie en tant qu'officier, j'ai toujours servi dans le domaine opérationnel. Je compte y rester encore quelques temps, si je peux. On est sur un terrain idéal? Oui, absolument. Ici, la haute montagne, même particulièrement à Chamonix, je veux dire, on a tout pour être heureux. Et au sein de la compagnie, j'ai également un groupe montagne gendarmerie. Et donc régulièrement, je vais avec eux pour m'entraîner. Et puis, on évolue dans un environnement tellement exceptionnel que ce serait dommage de s'en priver. Qu'est-ce qui vous plaît justement dans ce milieu de la montagne? C'est le dépassement de soi. Vous êtes canoise à la base, hein? Oui, je suis canoise. On est loin des montagnes? Oui, mais la mer parfois ressemble aux montagnes. Qu'est-ce qui vous plaît justement dans ce milieu? Donc c'est peut-être le dépassement de soi, parce qu'il n'y a qu'en haute montagne où vraiment le but c'est d'atteindre un sommet
Voilà, des fois, on se met un petit peu ce qu'on appelle dans le rouge pour y arriver. Et ça, j'aime bien parce que c'est des choses et des principes, des valeurs que je retrouve aussi au quotidien dans le cadre du management d'équipe. Justement, ce management, c'est quoi la touche, Sarah Chelpy? C'est quoi votre mode de commandement? C'est peut-être l'humain et le contact. J'aime beaucoup le contact avec la population, les élus, donc j'essaye d'y être au quotidien. L'humain, il a encore sa place, heureusement. L'humain a toute sa place. C'est primordial, justement, de le placer au centre. L'humain est au centre de ma fonction et j'affectionne particulièrement ce domaine. Et bien sûr qu'il a toute sa place, oui. Alors, si je ne dis pas de bêtises, vous avez pris vos fonctions à Chamonix au mois d'août? Oui, absolument. 1er août 2018. J'ai cru entendre ou lire qu'il y avait déjà eu des choses assez importantes, notamment du côté de Sallanches. Oui. Une mission un petit peu compliquée. C'est vrai que oui, j'ai eu à traiter une prise d'otage à la trésorerie de Sallanches. Également, le mouvement des Gilets jaunes. On avait une petite vidéo circulée sur Internet avec une chanson à votre effigie. Des choses assez intéressantes à gérer et puis on apprend au fur et à mesure. Donc c'est ça qui est la valeur du métier. Justement, entre les deux territoires, que ce soit ici ou les Alpes-Maritimes où vous étiez précédemment, quelles sont les principales différences si on fait abstraction du milieu déjà montagnard? En fait, ce sont peut-être la population qui change. Voilà, chaque département a un peu ses spécificités. Donc, à chaque fois, il faut se remettre un petit peu dans le bain, traiter avec la population locale, retraiter avec les partenaires locaux. Mais c'est toujours très enrichissant et très intéressant de se mêler à la population locale, justement. Et c'est tout le but de la fonction contact dans le cadre de la police de sécurité du quotidien. Être gendarme, pour vous, c'était une vocation? Oui. C'est arrivé relativement tôt? Absolument. Donc, moi, j'ai effectué mes études dans le but d'être gendarme, d'être officier de gendarmerie. Et c'est le côté humain et management de personnes qui me plaît énormément dans ce métier. Qu'est-ce qui a fait le déclic quand vous étiez jeune, justement, pour choisir ce métier, ce corps de métier? Alors, c'est dans le cadre de mes études. J'ai effectué un master en fac de droit. Et puis, c'est dans le cadre des nombreux stages que j'ai eu à effectuer. Et un jour, je suis allée dans une brigade de gendarmerie et je crois que ça a été la révélation. Dernière chose, là, pour le territoire de Chamonix-Mont-Blanc, c'est un territoire très spécifique. Il faut arriver à s'adapter à tout ce qui peut nous entourer. Alors, il y a surtout l'environnement montagnard, donc haute montagne, et également les partenaires locaux qui sont très spécifiques. On a à traiter avec les guides de haute montagne, les moniteurs de ski. Donc, c'est vraiment tout un tissu social et également de professionnels de la montagne qu'il faut connaître de façon à être bien implanté dans le terrain, de façon à avoir du contact avec la population, parce qu'on ne peut pas faire abstraction de ce milieu montagnard. Et merci beaucoup, Sarah Chelpy, d'être venue depuis Chamonix pour nous accorder cette interview. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Allez, on enchaîne avec la revue de presse avec Victoria. Une revue de presse très sport d'hiver. Tu me diras, c'est la saison. On commence avec une station pour qui les vacances se passent très bien. Ça se passe du côté de la Suisse. Oui, au Diableret pour être exact. Les Diablerets ont le sourire et pour cause, puisque la saison se passe bien, même très bien. On se souvient de la fermeture de la télécabine d'Isno au printemps 2017 qui avait réellement impacté l'activité de la station. Et depuis, elle avait eu du mal à retrouver une dynamique. Il y avait eu 2 saisons un petit peu compliquées. Et bien dans cet article du quotidien suisse 24 heures, on découvre que les commerçants sont plutôt contents, grâce notamment à la météo qui a été clémente, aux conditions de neige et puis à certaines nouveautés, une nouvelle télécabine notamment. Les choses semblent rentrer un petit peu dans l'ordre. L'ambiance a aussi changé puisque ça avait été un réel coup dur. Et puis là, la station se tourne vers son autre versant, le versant des Meyrets, non plus celui d'Isno. Le cas d'Isno reste tout de même dans les esprits puisqu'un groupe de travail est en train de réfléchir à une éventuelle réouverture. Pour le moment, il n'y a pas de projet. Et puis un bel hommage au métier de moniteur de ski. Oui, on reste en station avec les moniteurs cette fois-ci et un hommage à ce métier parce que oui, c'est un métier, on a tendance peut-être à l'oublier comme nous le rappelle, alors c'est le site 1000 vies de maman qui a publié un article qui a été partagé donc, sur le Facebook de l'école du ski français et c'est une maman qui rend hommage tout simplement à ce métier. On a tendance à dire que c'est le plus beau métier du monde mais il y a aussi des jours compliqués et donc on pense
notamment à eux avec cette météo un petit peu mitigée. Et l'article s'attaque aux idées reçues qu'on peut avoir sur les moniteurs. Donc ce sont, je cite, des receleurs d'étoiles, des travailleurs planqués ou des babysitters. Et bien voilà, cette maman, elle casse un petit peu tous les stéréotypes. Et puis, elle déclare vraiment son amour, son respect en disant, je vais la citer, qu'il neige, qu'il vente, qu'il fasse moins 20 degrés, que ta fille ait la grippe ou que ce soit l'anniversaire de ta mère, tu es toujours là pour faire défiler derrière toi ta nuée de petits plantés de bâtons pour les faire progresser, les rendre autonomes et pour faire en sorte que mon enfant passe la meilleure semaine de vacances possible. Donc voilà, un bel hommage qui a été partagé. Seb, on enchaîne avec un tout autre sujet, le décès d'une figure en Haute-Savoie. Oui, une figure emblématique du Chablais qui s'en est allée ce week-end. Tu en parleras dans le JT tout à l'heure. La Mergot, Hélène de son prénom, est décédée donc à l'âge de 104 ans ce samedi chez elle à Balaison dans le Chablais. Figure reconnue pour son foie gras depuis des décennies. Elle avait notamment fondé l'entreprise Babycock en 1970, puis la société La Mergot, qui lui avait valu sa notoriété qui a dépassé les frontières. Sa disparition a bien évidemment été saluée sur les réseaux sociaux, notamment avec ce tweet de Jean-Claude Carle, l'ancien sénateur de Haute-Savoie. Elle aura aussi beaucoup marqué son époque pour son combat pour la place de la femme dans la société. Et puis enfin, des noms de rues à Thoiry. Oui, ça paraît étonnant, mais en 2019, il y a encore des endroits où il n'y a pas de rue, notamment dans ce petit village Thoiry, situé dans les Bauges. C'était pas des noms de rue, c'était plutôt des lieux-dits, ou alors on dit j'habitais derrière la mairie, à côté de l'église. Mais la municipalité a décidé d'entrer dans la modernité. La population est associée à ces changements, puisque des réunions publiques et des concertations ont lieu. Cette décision a été prise notamment pour faciliter le travail des postiers et pour l'arrivée de la fibre optique dans le village. La pose des panneaux devrait intervenir d'ici un mois. Je suis actuellement pour parler avec la mairie pour essayer de faire un petit reportage sur place. Affaire à suivre alors. Merci beaucoup Victoria. Allez, on enchaîne avec notre rubrique, le choix de la rédac. Et j'ai deux invités ce soir. Bonsoir. Avec Thomas Gagneux et Baptiste Stas. Allez, bien. Hop là. Je vous laisse vous installer. Ouais. T'es bien là? C'est bon. Thomas, Baptiste, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Alors Merci. Thomas, vous êtes le directeur du cercle de voile de Sevrier. Tout à fait. Ouais. Baptiste, vous êtes marin, comme Oui. ça qu'on vous dit. Oui. Thomas, on va commencer avec vous. On va parler de handivoile, de la section handivoile du club de Sevrier qui est très développée. Déjà, quelques questions sur cette section. Depuis quand est-ce que vous avez décidé de la mettre en place? Alors le club de voile, il a été créé depuis 1977, donc c'est vrai que ça fait un certain nombre d'années que la section handi-voile est en cours, mais elle est justement en développement constant, et notamment au niveau du sportif en ce moment. Quelle est sa vocation? Sa vocation, c'est justement de pouvoir faire naviguer C'est tout le type de personnes. C'est le partage aussi. Enfin, quand on est sur les régates, c'est tout un partage. Entre autres, là, ce que vous voyez sur le lac d'Annecy et même à Gien, on est parti une semaine l'année dernière avec une partie de mon équipe là, qui n'est pas là ce soir, mais voilà, ce que vous voyez la photo là, elle était prise à Gien l'année dernière. Qu'est-ce que ça représenterait pour vous, Baptiste? Alors, on ne l'a pas dit, vous êtes aussi là pour présenter un projet, pouvoir envoyer des équipages au championnat d'Europe de handivoile qui ont lieu au Portugal. Qu'est-ce que ça représenterait pour vous, Baptiste, la possibilité de participer à ces championnats d'Europe? Je pense une fierté. Une fierté. Et de toute façon, quand on fait de la voile, quoi qu'il se passe sur le club, moi et mes copains, on est très fiers de l'investissement que les moniteurs mettent à notre disposition. Je pense que c'est une fierté pour nous d'avoir un club aussi adapté et investi et des moniteurs qui sont géniaux à notre côté pour nous aider à aller au bout de ce qu'on peut faire, quoi. Qu'est-ce que vous ressentez sur le bateau? Alors, mes ressentis, quand il y a des vagues, c'est bien. Par contre, quand il n'y a pas de vagues, c'est un peu plus calme, quoi. Thomas, vous avez donc lancé un crowdfunding, une campagne de financement participatif, une cagnotte en ligne, pour pouvoir donc financer ce déplacement. Tout à fait, effectivement. Alors c'est aussi
pour financer justement la saison sportive, parce qu'en général, quand on part, c'est 2 ou 3 jours. Et puis justement, avec cette deadline ultime d'aller au championnat d'Europe au Portugal. Alors vous travaillez avec le foyer des goélands qui accueille donc des adultes infirmes moteurs cérébraux. Comment se caractérise ce partenariat? C'est un partenariat fort qui a été créé depuis plus de 30 ans. Et donc, c'est vrai que nous, on a un certain nombre de personnes en situation de handicap qui viennent de la DIMC 74, qui regroupe un grand nombre de structures sur le bassin haïtien et en Haute-Savoie. J'imagine qu'il y a beaucoup d'émotions quand vous entendez les mots de Baptiste là. Bien sûr, tout à fait, parce qu'en plus, on se connaît très bien. Et puis, c'est vrai que voilà, c'est vraiment un partage à part entière. Au-delà de la navigation, puisque quand on part en week-end, donc on vit vraiment le quotidien, quoi. C'est comment le handivoile, Baptiste? C'est au-delà de parler du handivoile, c'est génial. Enfin, moi, ce que je ressens quand je suis sur la voile, dans le bateau, c'est vraiment une émotion qui est géniale et je pense que, je dirais même, c'est un dépassement de soi. Là, les photos que vous voyez à Gien, c'est vraiment un projet qu'on a monté avec Thomas, avec Astrid, voilà. Donc c'est un partage en fait, la voile. Comment est-ce que vous avez découvert, vous, la voile, Baptiste? Alors, moi j'ai découvert, en fait, j'étais à l'Institut quand j'ai commencé à faire de l'access. Et voilà, les premières fois, je suis déjà passé sur la Vite Mont-Blanc, d'ailleurs, En plus. Ouais. Pour parler de la voile des jeunes. Donc, c'est vrai que c'est un chouette moment. Moi, je sais que ça me donne du dépassement de soi, des rencontres avec les autres aussi. On sent que Baptiste est passionné. Hein. Ouais, tout à fait. Et puis c'est vrai que ça fait depuis le début, Baptiste, il a toujours été présent dans tous les cours, il est très assidu, ça lui tient vraiment à cœur, c'est sûr. Vous travaillez avec combien de personnes? Sur ce groupe, on est avec 6 personnes en situation de handicap. Après, on a 2 accompagnateurs, éducateurs. Et puis après, en fonction des groupes, on peut aller jusqu'à 10 personnes. Mais là, 6 personnes, c'est bien, ça nous fait naviguer avec 3-4 bateaux voile. J'imagine que dans cette section, le cadre humain prend le dessus sur ce côté sportif? Oui, tout à fait. Il y a vraiment une part d'attachement et d'affection qui est très très forte, bien sûr. Et on s'amuse aussi. C'est le principal, ça. L'objectif, quand t'es sur l'eau, c'est de s'amuser. Oui, d'aller faire des régates, c'est sûr que c'est encore, comme vous dit Thomas, d'aller se dépasser et de faire du mieux qu'on peut après. Voilà. C'est de passer un bon moment tous ensemble. Et oui, essayer de passer de bons moments ensemble aussi. Vous connaissez le Portugal, Baptiste? Non. Ça serait donc l'occasion? C'est l'occasion qui me fait, grâce aux régates, je dirais, on a une opportunité, c'est de voyager déjà grâce à la voile. On va un peu partout. Moi, on parle là des régates. J'en ai fait une à Thonon, une en Suisse aussi l'année dernière. C'est vraiment Au Portugal, on va aller un peu plus loin. Aujourd'hui, Thomas, on est à combien au niveau de la cagnotte? Là, aujourd'hui, on a actuellement 50% de cagnotte. Il reste combien de temps? Il nous reste à peu près un bon 10 jours. L'adresse, vous la connaissez, l'adresse? Je crois que c'est sur la plateforme Ulule. Oui, tout à fait. Voilà, on tape Ulule, Cercle de voile handisport. Tout à fait, Cercle de voile de Sevrier sur Facebook aussi. On a l'image à l'antenne. Ouais. Voilà. Bravo en tout cas, bravo pour ce que vous faites. Bravo Baptiste. On pense à votre coéquipier Basile, tout à fait. qui on espère sera avec vous du voyage. Puis on croise les doigts évidemment pour que ce rêve se réalise. Puis toute l'équipe aussi qui est derrière, les éducateurs, toute l'équipe. Yvan, Astrid qui est là, sans qui ces projets ne peuvent pas se réaliser s'ils sont pas là. Merci beaucoup en tout cas et bravo. Merci. Bravo à vous. Merci à vous. Allez, je vous laisse regagner la régie.
Et je vais accueillir ma dernière invitée pour notre partie sport, comme chaque lundi. Ce soir, on va parler de squash féminin avec Nathalie Chabot. Bonsoir. On va parler d'un tournoi de squash, donc le l'Annecy Rose Open 2019. Vous êtes la coordinatrice du tournoi. Alors, on connaissait le tournoi masculin, le PSA, qui a eu 2 éditions du côté du club Visaform Aseno. Place donc aux joueuses aujourd'hui. Exact. On met en avant le squash féminin et le squash français. Comment est-ce que vous avez réussi à décrocher l'organisation d'un tournoi de cette envergure ? De la motivation et de la pugnacité, on va dire. On a des sponsors qui sont là depuis déjà 2 ans et qui nous soutiennent et qui ont bien voulu jouer le jeu et se sont retrouvés à nous sponsoriser et à nous aider dans cette aventure. J'avais reçu sur ce plateau Julien Balbo. On rappelle, l'équipe masculine a été totalement refondée avec de nombreux joueurs, l'équipe féminine aussi. Oui. Il faut quand même se rendre compte aujourd'hui du caractère assez exceptionnel au sens propre du terme de ce tournoi, puisqu'en 2018, il y avait seulement 3 tournois de cette importance en France. Tout à fait. Et cette année, on n'en a que 2. Et on est le seul à avoir une dotation de 11 000 $, donc 10 000 € à peu près. Le deuxième qui se trouve, qui va avoir lieu aussi cette année, est de 5 000 €. Alors, pour que les gens comprennent bien, quand on dit une dotation de 11 000 $, ça signifie quoi? Ces 11 000 $, ils vont à qui? Alors, les 11 000 $ vont en partie aux joueuses et ensuite, il y a une partie qui est rétrocédée à l'organisation. Alors 24 joueuses seront donc présentes dans le tableau final, avec une très belle représentation française, puisqu'il y aura 9 joueuses, dont la numéro 2 française, Colline Omar, qui jouera à domicile, puisqu'elle porte depuis peu les couleurs de Seno. C'est un grand plaisir de l'accueillir parmi nous. Elle va déjà jouer ce week-end dans le championnat de Ligue, auprès de l'équipe de la Régionale 1. Et on accueille effectivement Colline en tant que deuxième joueuse française, mais de notre club, ainsi que Milnelo, qui est une Sud-Africaine qui aussi joue dans notre club et qui sera tête de série numéro 7. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y aura aussi beaucoup de jeunes, puisque la part est faite aux joueuses de moins de 19 ans notamment. Tout à fait, il y en a 5, donc, dont une Française, Yuna Loaek. Vous avez aussi Farida Mohamed, qui est tête de série numéro 6, qui a à peine 19 ans. Et qui est déjà bien classée puisqu'elle est 70e mondiale. Voilà. Puis des joueuses qui viennent surtout de tous les pays. Tous les pays. Ça vous donne une certaine légitimité, le fait d'être un tournoi international. Tout à fait. On a déjà donc 9 joueuses françaises, mais on a des joueuses du Pakistan, de l'Égypte, des Pays-Bas. La tête de série numéro 1 vient des Pays-Bas. On a la Finlande, l'Égypte. Alors déjà l'Égypte qui sont quand même champions du monde et qui sont vraiment des bons joueurs qui viennent se confronter, enfin venir jouer chez nous, c'est quand même un super bonheur. Alors, donc le tournoi aura lieu du 13 au 17 mars au club Visaform à Seno, avec des matchs en fin de journée. Ça va se goupiller comment? Voilà, donc en fait, on aura des matchs mercredi, jeudi. Le mercredi, on aura à 17h, 18h, 19h, 20h, 2 matchs consécutifs. Et le jeudi, on attaquera à 16h, 17h, 18h, 19h, toujours au RM Club de Visaform. Et le vendredi, on aura les quarts de finale, 17, 18, 19, 20. Demi-finale le samedi, 17, 18. Et la finale dimanche à 15h. Avec une journée du 16 assez chargée, puisqu'en plus des demi-finales, il y a un Open régional ouvert aux filles, voilà, qui permet aussi, qui donnera une belle visibilité au sport. Oui, on a décidé qu'on avait un créneau le matin et en fait jusqu'au moment où on va tourner les demi-finales, on s'est dit de lancer un tournoi, un Open régional afin d'attirer aussi les filles de la région et de combiner à la fois l'Open régional avec le tournoi PSA. Et puis pour ceux qui ne pourraient pas se déplacer, les matchs seront disponibles en streaming. Tout à fait. Ça aussi, ça fait partie de la bonne visibilité du sport. Oui, on a de super bénévoles qui ont tout mis en place de manière à ce qu'on puisse, si on ne devait pas être là ou être bloqué au travail à 17h, on a la possibilité sur Facebook de nous suivre, de suivre tous les matchs. Vous l'avez dit en début de l'interview, l'un des objectifs, c'est de démocratiser la discipline. On a beaucoup parlé du squash masculin. Le squash féminin, ça reste encore un sport confidentiel et pourtant on a une joueuse, Camille Serme, qui fait partie des toutes meilleures joueuses du monde. Oui. Le squash en lui-même reste encore dans un milieu assez fermé. On avait pensé qu'avec les JO 2024, on allait avoir un peu plus de visibilité. Mais si tout le monde arrive à sa manière à développer, à organiser des tournois, cette visibilité, on va la créer et à un moment donné, ça portera ses fruits. On rappelle les dates de ce tournoi.
13 au 17 mars. Du côté de Visa Masséno. Voilà, exactement. Merci beaucoup Nathalie. De rien, d'avoir merci fait le beaucoup. déplacement. Merci Au revoir. beaucoup. Allez, au revoir. On termine cette première partie avec un petit reportage. Alexis Pinturo était de passage chez lui à Courchevel avant les dernières épreuves de la Coupe du Monde de ski alpin. Il en a profité pour tirer un premier bilan de sa saison. Nous l'avons rencontré. Un reportage. Le 11 février 2019 peut être un tournant dans la carrière d'Alexis Pinturo. Après plusieurs tentatives infructueuses, le skieur savoyard était enfin sacré champion du monde en individuel sur le combiné alpin. Avec une 3e place obtenue quelques jours plus tard sur le géant, c'est donc avec 2 médailles mondiales qu'Alexis Pinturo est rentré chez lui à Courchevel. On pense à tout et à rien, c'est-à-dire on se pense ça y est enfin, ça y est on l'a eu, mais on est aussi surtout heureux que c'est fonctionné, que ça a marché. C'est toujours une chose d'avoir des objectifs, c'est toujours une autre aussi de les réaliser, de pouvoir concrétiser ses rêves. Donc bien sûr énormément de fierté et de plaisir là-dedans. S'il a connu par le passé des saisons plus prolifiques en termes de victoires, le natif de Moutier a gagné en régularité cet hiver. Les fruits d'un travail réalisé en amont. La régularité, c'était vraiment l'objectif, c'était ce vers quoi on avait envie d'aller. Quand on est parti à l'entraînement cet été, on avait vraiment à cœur de faire les choses bien, mais surtout en slalom aussi. Pas uniquement en géant, pas uniquement en combiné, mais les faire aussi en slalom, revenir à mon meilleur niveau, redevenir le plus régulier possible. Et finalement, on va dire que c'est un peu dépassé les attentes qu'on espérait, en tout cas en début d'hiver. Très performant en cette fin de saison, comme le montre sa récente victoire en combiné à Bansko, qui lui offre un nouveau petit globe de la discipline. Alexis Pinturo pourrait presque regretter la fin prochaine de l'hiver. Je ne dirais pas qu'il y a de la déception, bien au contraire, à un moment, il est toujours important de partir un peu en vacances, se reposer, parce qu'on en a tous besoin aussi. Et avant de repartir pour les dernières échéances, l'actuel 2e du classement général de la Coupe du Monde a tenu à partager un moment avec les jeunes pousses du club des sports de Courchevel, des futurs skieurs qui rêvent déjà tous d'imiter leur idole. Un mot avant d'accueillir Victoria. En hockey sur glace, l'équipe du Servette joue sa qualification ce soir pour les playoffs. Et puis la patinoire des Vernets, toujours à Genève, recevra une confrontation entre l'équipe de France et l'équipe de Suisse au mois d'avril. Victoria est donc de retour pour les titres du journal. On va parler ce soir du Funiflen avec des habitants mécontents, en tout cas du tracé originel. Ils soutiennent le projet du Funiflen, par contre ils s'opposent au tracé adopté par le syndicat. On verra un reportage à la rencontre des associations des habitants de Flaine et des Carreaux. Et puis de l'hypnose pour apprendre à peindre. Oui, de l'hypno-peinture, c'est Juliette Vincent-Seigné qui est allée à Aix-les-Bains assister à l'un de ces ateliers un peu particuliers. Merci Victoria, tout de suite on se retrouve donc pour le journal de la rédaction. Ne quittez pas, après la pub.